Bonjour à tous, rebonjour Samia, bienvenue Bonsoir. bonsoir, dans ce nouveau webinar un petit peu différent de tous les précédents où cette fois on va plus parler de la vie de l'entreprise de multiplacement, pas d'un point de vue investissement des particuliers, mais plutôt de la côté investissement dans la société, donc notre levée de fonds. Et je suis super content d'avoir Samia qui donne de son temps. Je suis ravie aussi de participer. Donc, comme d'habitude, je vais attendre quelques minutes, le temps que tout le monde rentre un petit peu. Et n'hésitez pas, toujours comme d'habitude, à bien parler sur le chat. Nous, on aura des modérateurs sur Multiplacement. Merci Quentin de lancer ça. Vous savez que chez Multiplacement, déjà, on aime beaucoup les webinars, mais surtout, on aime pouvoir avoir plein de questions et interagir. J'attends quelques minutes. Alors, je vais voir si on peut couper le son du chat. Donc, comme avant qu'on commence en introduction, là aussi, comme d'habitude, on a fait des slides très light. L'idée étant plutôt de vous mettre des idées et de vous permettre de rebondir. Donc, l'objectif, c'est que les slides, on ira relativement vite avec Samia, mais que ça vous donne des idées et que sur chaque slide, vous puissiez poser vos questions. Bonsoir Bertrand. J'espère que tu vas bien. Encore une petite minute à 19h03, on démarre. Pour info, on attend 780 personnes à ce webinar. Et ouais, Luc, il y aura un replay qui sera envoyé par mail à tous les inscrits. Salut Rodolphe. Bon, Samia, je te propose qu'on démarre Oui. et je te donne la main pour te présenter, pour que chacun puisse bien te citer. Parfait. Rebonsoir du coup à tous. Donc Samia, je suis investisseur chez BPI France depuis quelques années. J'ai financé plusieurs startups dans des secteurs variés, allant de secteurs vraiment industriels au secteur numérique, et donc avec l'exemple du dernier investissement dans Multiplacement. Top, merci. Alors, je vous propose dans ce webinaire, il y aura deux parties. La première, c'est vraiment, on va revenir sur qu'est-ce qu'une levée de fonds. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'ai l'impression que j'ai un problème de… On a perdu Thomas. On a perdu Thomas. Bon. Oui, ça c'est sûr qu'il va revenir. Alors, j'envoie ça. Terrible. Voilà. Tu m'entends? Voilà. Non, c'est un petit bizutage. Désolé. Vous m'entendez bien là? Tu m'entends bien, Samia? Nickel. Bon, je suis désolé. Donc, du coup, on en était au sommaire. Je ne sais pas si tu avais pris le relais ou si je continue. Non, en fait, j'étais un peu perdue. Je me disais, bon, c'est quoi le… Ouais, en tout cas, c'est un truc qui plan. est vraiment pas préenregistré. Donc, ouais, deux parties sur ce webinaire. Une première, on va revenir un petit peu sur les bases d'une levée de fonds, la partie un peu plus théorique. Et ensuite, on illustrera ça avec un exemple, comme vous le savez,
vous ne savez pas, mais on a annoncé récemment une levée de fonds de 6 millions d'euros. Et donc, on fait ce webinaire dans ce cadre-là pour revenir sur l'exemple multiplacement. Et si c'est OK pour le son et l'image pour Pascal, c'est rassurant. Merci, Pascal. Du coup, Samia, je peux te laisser juste vous présenter rapidement BPI et ce que tu fais en particulier. Ouais, exactement. Je vais essayer d'être simple, puisque BPI, hein, vous le savez, maintenant, c'est devenu une grosse machine. On a été créé en 2013. Et du coup, pour résumer notre activité, il y a 2 grandes branches. Il y a l'activité fonds propres, donc ça regroupe un peu tous les fonds d'investissement de BPI qui financent l'ensemble des sociétés. On part de la toute petite start-up à la grande entreprise. Et puis, on a la branche financement et là, on s'apparente complètement à l'activité d'une banque privée classique avec notamment l'activité prêt qui va permettre de financer les investissements d'une société, son cycle d'exploitation. Peut-être juste la particularité, la précision, c'est que sur ces 2 activités, on n'intervient jamais seul. On intervient soit avec des fonds privés pour l'activité fonds propres, soit avec des banques privées pour l'activité financement. Voilà pour BPI. Merci, c'est clair. S'il y a des questions autour de ça, n'hésitez pas. Ouais. Sinon, je propose qu'on se lance. Alors, j'entends celui sur les notifs. Je suis en train d'essayer de couper mon son. Est-ce que tu peux revenir un petit peu, Samia, sur qu'est-ce qu'une levée de fonds voilà. Alors, une levée de fonds, déjà, la définition, on va dire, basique, hein, c'est que ça va servir à financer les fonds propres d'une entreprise. Donc, ça va lui apporter ses ressources pour pouvoir se développer, faire des investissements, croître. Et l'objectif d'un investisseur classique à viser, que ce soit un investisseur purement privé ou BPI France, c'est de faire une plus-value, c'est-à-dire d'investir de l'argent, de devenir propriétaire d'une partie de l'entreprise et puis, au bout de quelques années, de revendre ses parts et de réaliser une plus-value. Il y a un autre aspect qui devient de plus en plus important pour les fonds d'investissement, c'est vraiment d'essayer d'accompagner l'entreprise. Ce n'est pas uniquement d'apporter de l'argent, mais d'apporter soit une expertise, soit faire bénéficier la société de son réseau. Ça, c'est clé. Ok, top. Je peux témoigner du fait que c'est bien ce dont on a profité, ou en tout cas, on est en train de profiter côté multiplacement. Si je reviens un peu sur les différents types de levée de fonds, enfin de moyens d'avoir du capital, il y en a 2 principales. La première, c'est via de la dette, donc via des prêts. Et la seconde, c'est via ce qu'on appelle des augmentations de capital, c'est-à-dire qu'on va émettre des nouvelles actions. Donc, des nouveaux actionnaires peuvent rentrer au capital en échange de quoi ça nous permet, nous, en tant qu'entreprise, d'avoir du financement et de pouvoir payer les salariés de l'entreprise. Donc, on vous a mis un petit peu les différents stades de levée de fonds qu'il y a. Alors, même si pour ceux qui sont un petit peu plus initiés sur le sujet, c'est très compliqué. Enfin, ça ne veut plus forcément dire grand-chose parce que les termes d'avant et les montants d'avant sur les dernières années sont plus trop représentatifs. Si je reprends les différentes parties, donc il y a ce qu'on appelle le pré-seed ou encore le love money. Donc ça, c'est vraiment pour amorcer un business. Donc souvent, ça se fait avec ses proches pour lancer et faire un premier POC, un premier test. Donc on a mis entre 0 et 100 000 euros. Pour info, chez Multiplacement, on a fait un pré-seed plutôt de 500 000 euros au début. Mais voilà, le pré-seed est assez faible. Ensuite, il y a le seed. Donc le seed, c'est ce qu'on appelle l'amorçage. Et ça n'hésite pas à me contredire si jamais il y a des choses qui sont encore pas. Mais donc le seed, c'est vraiment quand on amorce. Donc souvent, il y a un produit qui est live, il y a des premiers revenus, mais c'est très faible. Et donc on va faire un seed pour permettre de financer un petit peu l'accélération et voir si les premiers résultats peuvent être accélérés, peuvent être augmentés par du financement externe. Là aussi, je prends l'exemple du multiplacement. On a fait un seed de 1,5 million en mars 2020. Mais pour info, la levée de 6 millions qu'on a faite, là, qu'on a annoncé en novembre, on a aussi annoncer ça comme étant un site parce qu'on estime que le stade de maturité de multiplacement, on est encore au début. Donc, vous voyez que si je prends l'échelle qu'on a mis en dessous, on pourrait être considéré comme une série A. Dans les faits, nous, on a communiqué sur un site de par notre niveau de maturité.
Samia, tu veux peut-être prendre la suite C'est sur vrai, les… ouais, mais je te rejoins complètement. Enfin, on a différentes définitions. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus la société devient mature, plus elle dérisque certains sujets et plus elle va pouvoir amplifier sa levée de fonds. Donc, la série A, en effet, en général, la société, elle a déjà atteint une certaine masse critique en termes de clients. Elle se développe surtout à l'échelle nationale. Elle n'a pas forcément un modèle d'affaires complètement encore établi, mais quand même, il y a une vision qui commence à être claire. Et puis alors, à partir de la série B, là, l'idée, c'est vraiment de croître. Là, à ce moment-là, on a vraiment un business model qui est parfaitement clair. Et là, l'idée, c'est de croître soit à l'international, soit de faire des acquisitions. Et pour le coup, la série C, là, c'est vraiment l'objectif, c'est de devenir leader sur son marché. Et donc, ça passe toujours par le développement à l'international ou l'acquisition de concurrents directs. Et donc, forcément, ça coûte de l'argent et les levées de fonds sont beaucoup plus importantes. Ouais. Voilà. Ok, top. Est-ce que vous avez des questions sur les niveaux de levée de fonds? Je sais pas je sais qu'on a pas mal de futurs entrepreneurs parmi nos clients ou prospects. Euh, et du coup, si vous voulez zoomer un petit peu plus sur certains stades de levée de fonds, n'hésitez surtout pas. Sinon, on passe à la suite. Ouais, c'est une bonne question, ça, Victor. Donc, tu as vu, Samir, la question, c'est quelle différence de pitch deck il y a entre ces différentes étapes? Alors, je sais pas si enfin, moi, je peux faire un témoignage et je suis preneur de Oui, je voir pourrais compléter, ouais. côté investisseur ce que vous en pensez. Moi, la grande différence que j'ai vue, Victor, c'est que au début, tu mets surtout en avant ce que tu as à mettre en avant. Donc, ton deck, en tout cas dans le cas de multiplacement, c'était nous une équipe qui était assez vite, assez bien structurée avec un board, un produit et tu vois le marché ou la concurrence. Donc, en gros, tu t'essayes de vendre au maximum, mais tu n'as pas beaucoup de métriques, KPI, d'éléments financiers. La grande différence que moi j'ai perçue entre notre Précide, Love Money et la levée qu'on a fait actuellement, c'est que tu dois être beaucoup plus axé sur des faits, sur des éléments tangibles. Tu dois justifier une valorisation. Donc, il y a beaucoup plus de KPI, de métriques. Donc, si je devais donner une grande différence, c'est que tu as toujours le problème, solution, équipe, concurrence, marché. Ça, tu l'as un peu dans les deux. En revanche, moi, j'ai vu que sur les montants plus élevés, il y avait beaucoup plus de data, beaucoup plus d'éléments quantitatifs pour convaincre. Exactement. Ouais. Plus on avance, plus l'investisseur, on va dire, devient exigeant. C'est normal puisqu'on va lever beaucoup plus. Et du coup, c'est tout à fait ça. On va être beaucoup plus à cheval sur déjà les chiffres. La stratégie, c'est hyper important hein, que le management ait une vision claire et que ça se retranscrive bien dans le premier support papier qui est le pitch deck. Donc, ça, c'est vraiment important. Et le format, finalement, c'est vrai que ça compte beaucoup parce que ça va clarifier les idées. Et souvent, vous allez avoir des investisseurs qui vont avoir très peu de temps et beaucoup de dossiers à étudier. Et c'est un moyen de se démarquer très vite. Cool. Écoute, ça convient bien. Juste un petit info, j'ai du mal, moi, à accéder à la partie questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur la partie chat. C'est un peu contre-intuitif, mais sinon, il y a les questions que je n'arrive pas à lire. J'espère, Victor, ça répond à tes questions. Sinon, n'hésite pas à compléter. Régis, tu demandais quel est le différence de timing entre toutes ces étapes. Là aussi, je te fais un témoignage de côté multiplacement et Samia, n'hésite pas à compléter avec ce que tu vois du marché. Donc, nous, on a commencé le Love Money, enfin le Précide, assez tôt parce qu'il fallait amorcer la pompe pour aller chercher les agréments, pour brancher notre site avec des institutions financières pour commencer à construire l'équipe. Donc, tu vois, ça, on l'a fait 8 à 10 mois. Les premiers 500 000 euros, on l'a fait 8 à 10 mois post-création. Donc, au début, on l'a fait vraiment un peu à la mano avec les moyens du bord pour aller chercher les premiers 500 000 euros. Ensuite, avec ces 500 000 euros, on a lancé un produit. Donc, il n'y avait pas énormément de clients, mais au moins, on avait les agréments, on avait tout branché, on était live. Donc, entre cette phase-là et le moment où on était live, il y a eu, on avait en octobre 2018 et après en mars 2020, donc il y a à peu près 18 mois. Donc, 18 mois entre les 500 000 euros et ensuite les 1,5 million. Et ensuite,
entre mars 2020 et octobre 2021, il y a encore eu 18 mois qui ont permis de passer du stade de live à j'ai une traction commerciale, j'ai des revenus qui augmentent et donc je peux relever. Donc voilà, si je devais donner mon témoignage, c'est à peu près tous les 18 mois. Mais Samia, tu peux me contredire si c'est pas ta Ouais, question. en fait, tout dépend du secteur, hein. Moi, j'ai travaillé sur des dossiers industriels où là, ça peut prendre beaucoup plus de temps parce qu'il va y avoir des travaux R&D. Donc vraiment, là, ça peut être décalé sur plusieurs années entre le CID et la série A. Mais c'est vrai que la moyenne, l'idéal, c'est 18 mois, 2 ans entre les différentes phases. Ouais, sachant que là, c'est plutôt un témoignage d'entrepreneur, même si j'ai mes investisseurs qui sont autour du call, c'est que si on arrive à faire 18 mois minimum, c'est bien. Parce que c'est quand même fatigant et ça prend, enfin on y viendra un petit peu par la suite, mais ça prend beaucoup de temps. Donc c'est physiquement et psychologiquement consommateur de ressources. Donc je pense que c'est bien d'essayer de ne pas lever moins de 18 mois. Alors je continue les questions, il y en a pas mal. Laurent, donc tu dis pour la France ces dernières années, comment on peut savoir le nombre de seed, de série A, de série C? Est-ce qu'il y a des stats? Alors ça, pour être tout à fait transparent, je ne sais pas. Est-ce que Samia, tu sais si c'est recensé clairement? Je crois que ça doit être recensé sur France Invest, qui est l'association des investisseurs. Je crois que chaque année, ils publient des datas. Est-ce qu'ils rentrent autant dans le détail? Mais je sais que, enfin, a priori, tu devrais avoir les montants pour le capital risque versus le capital développement, à minima. Ça donne une idée. Super. Merci. Je continue à prendre les questions dans l'ordre. Question de Florent qui dit pour les projets qui requièrent beaucoup de capitaux pour commencer la production, est-ce que le niveau pré-seed il est adapté ou est-ce qu'on passe directement sur du seed ou des montants série A? Alors là, je suis preneur pour te laisser la main en premier, Samia. Je ne sais pas si tu as travaillé sur les sujets avec vos investisseurs. Moi, je pense qu'il faut le plus possible, enfin, c'est ce qu'on se disait au départ, hein, s'extraire un peu des définitions et du cadre, on va dire vraiment fermé là qu'on a présenté. Le précide, il est important. Pourquoi? Parce que au départ, on a une idée, on n'a pas forcément la capacité à lever beaucoup de fonds, mais c'est important tout de même de convaincre des premiers business angels ou d'avoir du love money. Donc ça, après, les montants peuvent varier en fonction de votre projet. Après, si vous accélérez, si vous démontrez une capacité à vendre rapidement, tout peut se faire, tout peut s'entendre. Enfin, ça dépend vraiment du secteur, de l'idée en question. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop s'arrêter non plus sur les définitions ultra carrées. Et en plus, ça peut varier selon les fonds d'investissement. Donc, l'idée, c'est d'aller voir le plus possible d'acteurs sur la place, les business angels, les fonds d'investissement qui sont sur du seed, et en fonction ajuster. Parce que souvent, on commence à aller les voir, enfin, en tant qu'entrepreneur, très tôt, le plus tôt possible, pour justement être capable, le moment venu, quand on a atteint les bons KPI demandés par les fonds, ben, vraiment de dérouler derrière la présentation. Okay. J'espère, Florent, que ça répond à ta question. Je continue à enchaîner avec la question de NB qui demande si on peut partager différentes levées de fonds de côté MPP et nos conseils. Alors, j'y reviendrai un petit peu par la suite parce qu'on est juste avec l'exemple multi-placement, mais juste pour chacun ait bien en tête, nous, on a fait une première levée de fonds de 500 000 € en octobre 2018. Ensuite, on a fait une deuxième levée de fonds d'1,5 million en mars-avril 2020, en plein Covid. Et là, un troisième tour de 6 millions en octobre-novembre 2021. Donc voilà pour ce qui est de nous. Et les conseils, alors je ne sais pas s'il y a une règle à proprement parler. Moi, un truc qui a bien marché pour les premières levées de fonds, c'est de m'être très bien entouré. En fait, j'avais très vite un board ou des mentors, entre guillemets, qui donnaient un petit peu de temps gratuitement au projet et qui étaient soit des grands entrepreneurs, soit des grands chefs d'entreprise. Et je sais que pour les premiers tours, ça m'a vraiment donné beaucoup de crédibilité et ça m'a permis d'accélérer. Comme je disais, ça ne permet pas de faire des tours de plusieurs millions juste avec les gens qui nous entourent, mais au début, ça permet de bien amorcer la pompe. Voilà, si je suis complètement d'accord. Enfin, c'est pas anodin de faire rentrer des investisseurs à son capital. Et du coup, il faut vraiment bien choisir. Enfin, faut qu'il y ait une vraie relation de confiance avec les investisseurs et le management. Et derrière, si on a les bons investisseurs, ça aide beaucoup pour la suite. Bon, en tout cas, Samia, je peux dire qu'il y a beaucoup de questions. Pour faire pas mal de webinars, c'est plutôt bon signe. On a plein de questions, donc je me dépêche. La question de David, est-ce que nous, en tant que particulier, on peut devenir investisseur? Ça, c'est une bonne question. C'est une grosse demande que nous, on a d'un point de vue des clients multi-placement.
Pour information, nous, on a quelques particuliers qui sont rentrés via la plateforme qui s'appelle Angel Square, qui est une plateforme qui recense des business angels. Et il y a eu des tickets qui n'étaient pas énormes. Donc voilà, sachez que c'est une possibilité. Il y a aussi via Caption, je crois que c'est en lancement. Mais David, je leur fais leur pub. Je pense que c'est assez intéressant. Et nous, ils nous ont fait un bel audit avant d'être référencés sur la plateforme. Donc pour vous, il y a un sourcing qui est fait en amont qui peut être intéressant. Voilà, je ne sais pas si tu en connais d'autres, Samia, sinon je… Non, je pense que Non. c'est… Ensuite, la question de Candice, c'est est-ce que le pré-seed est-il un prérequis pour un seed? Moi, je dirais non. Que si tu as déjà des métriques sans avoir levé, si tu as un produit, si tu as un management, Allô? Ah. Thomas est parti, du coup, je vais en profiter pour… J'ai vu une question passer au sujet de lever des fonds depuis les villes de province. Du coup, pour t'apporter une réponse, c'est clair que c'est un sujet qu'on a identifié chez BPI France et nous, on fait vraiment attention à ce qu'il y ait un équilibre entre la province et Paris et surtout que ce ne soit pas un frein d'être financé quand on est dans une ville de province. Donc, je pense que là, c'est en train de changer. Surtout qu'il y a de plus en plus de fonds qui s'installent déjà en région. Et puis BPI France, pour le coup, si je parle de BPI, il y a une antenne, on va dire, dans chaque région de France. Donc, a priori, ça ne doit plus être un obstacle. En tout cas, moi, en tant qu'investisseur, ce n'est pas du tout un critère qu'on regarde. Enfin, on ne va pas favoriser une entreprise parce qu'elle est basée à Paris. À la preuve, mon petit placement est basé à Lyon. Donc, c'est un bon exemple. J'entendais. Là, pour le coup, ce n'est pas un problème de connexion, c'est un problème pour information. On a trop de personnes sur le webinaire, donc il fallait payer. Il faut payer un petit peu plus pour passer au plan supérieur. Donc ça m'a mis dehors. Mais j'ai bien vu que la réponse. Enfin, tu as bien pris la question sur les levées en province. Encore une fois, je suis désolé. Du coup, je continue à descendre. Je ne sais pas si je t'ai coupé la parole ou pas, Samia. non, je pense que j'allais terminer. Super. Alors, Wang, tu dis parfois une série A est définie comme un stade de maturité où le startup accélère ses ventes, ou deux, c'est le premier tour institutionnel, donc impliquant un ou des fonds VC. Êtes-vous d'accord avec cette interprétation? Alors, tu es plus expert des séries A que moi, Samia. C'est vrai que vu les montants, on passe à une autre échelle. Donc, en général, c'est là que les fonds institutionnels vont intervenir. Après, en termes de définition sur le fond, sur l'accélération, le niveau de chiffre d'affaires à ce moment-là, honnêtement, ça change vraiment sur chaque projet, chaque secteur. Il n'y a pas de définition stricte. Mais en général, le point commun, c'est qu'on est souvent à l'échelle nationale. On n'est pas encore parti à l'international pour se développer. Ok. Donc, c'est plutôt la série B qui est concomitante à un développement hors des frontières. Exactement, oui. Ok. Alors, Victor, bonne question. Comment avez-vous réussi à convaincre des investisseurs en pré-seed avant l'obtention de l'agrément, car ne n'avez pas de clients ni CA? C'est une bonne question. Mon analyse, c'est deux choses. Je te dis, mon CV à moi et mon école d'ingénieur, le fait que je travaillais en banque d'investissement à New York, je pense que ça aide, le fait qu'ils puissent avoir confiance en l'entrepreneur et du coup, ils misent un petit peu, pas tellement sur le projet, mais plus sur l'entrepreneur. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, ce que je disais, c'est le fait que moi, un mois avant la création de la société, j'avais déjà un board avec 3-4 personnes, le directeur général d'une banque, l'ancien DG de Nestlé. Et donc, je pense que ces deux éléments, l'entrepreneur, les personnes qui entourent l'entrepreneur, qui peuvent permettre de convaincre. Ouais, donc effectivement, sachant qu'il y a un risque qu'on n'ait jamais cet agrément. D'ailleurs, on a eu, maintenant je peux le dire ça bien, mais on a mis 28 mois pour l'avoir. Donc ça a été super long. Donc effectivement, c'est un vrai risque qu'ils prennent. Après, j'ose espérer que si nous, on n'avait pas réussi à avoir l'agrément, on peut toujours un petit peu itérer et faire évoluer un peu le projet pour, même sans agrément, arriver à faire quand même un produit. Mais effectivement, c'est un vrai risque qu'ils prennent.
Alors, Elodie qui demande si j'ai réussi à récupérer depuis la levée de fonds. Oui, ça y est, on sort de séminaire chez Multiplacement, donc ça m'a permis de sortir un peu de la machine à lever. Donc, la question sur Hors Paris, c'est bon. Morgane, alors ça c'est une bonne question, Samia, qui m'intéresse aussi d'ailleurs sur la réponse. J'ai parfois entendu qu'il était compliqué de lever des fonds lorsqu'une startup compte beaucoup d'associés, plus Ouais. que 4. Est-ce que c'est vrai? Alors, associés, là, on vise le management ou les Je pense les actionnaires? associés opérationnels, oui. Ouais, les associés opérationnels. C'est une très bonne question. Et comme le disait du coup Thomas, c'est ce que tu disais, c'est que l'investisseur, surtout en amont, quand la boîte est encore jeune, on va vraiment regarder le management. Et du coup, on va regarder l'équipe et comment l'équipe déjà interagit entre elles. Et nous, on a quand même besoin à chaque fois pour être rassuré d'avoir un patron. Quand il y en a 2 ou 3, souvent, ça va être compliqué. Et honnêtement, ça arrive, hein, qu'il y ait des dossiers où on n'arrive pas trop à identifier, malgré les titres, qui est vraiment le patron. Et ça, clairement, c'est un point de faiblesse, hein. Et du coup, 4 associés, s'il y a une complémentarité entre les 4 associés, admettons qu'il y en ait un qui soit très scientifique, chercheur, un vrai CEO axé sur le management, une personne très axée sur le marketing, mais qui est vraiment comment dire, des périmètres identifiés et complémentaires, et qu'en plus, il y ait une vraie entente entre les associés, why not? Après, vraiment, nous, on va regarder s'il y a un patron et à la rigueur, un bras droit. Mais 4 associés, ça va être les personnes clés. Enfin, moi, je l'entends. Si c'est des personnes clés, oui, ça va être un plus pour la boîte. Si c'est 4 personnes qui n'arrivent pas à s'entendre et qui sont un peu des mini-chefs, clairement, on n'ira pas. Parce que c'est source d'ennui pour la suite. Ok. À l'inverse, moi, si je peux témoigner côté entrepreneur, au début, quand j'étais tout seul, j'ai bien vu que c'était un pain où les fonds, ils aiment bien, enfin, idéalement, il y a un CEO et 2 associés à côté. J'ai l'impression que c'est le schéma qu'ils aiment bien, où c'est réparti, il y a des compétences réparties, mais il y a quand même un chef. Donc, voilà. Je pense qu'être tout seul, à l'inverse, ça peut être… Oui, c'est pas non plus, c'est clair. Ok, alors je vais essayer d'aller un petit peu plus vite sur les questions. Donc, NB, tu dis, est-ce qu'on est passé par des incubateurs accélérateurs? Ouais, nous, on est passé par à la fois Station F, on était dans le Founders Programme, et par un incubateur, enfin un accélérateur lyonnais qui s'appelle le Hub 612, qui est un accélérateur de FinTech, InsurTech, que je recommande vivement, même si c'est en région. Ils ont, dans cette verticale FinTech, InsurTech, beaucoup apporté. Donc voilà, je pourrais faire des mises en relation si jamais, n'hésitez pas à me demander sur LinkedIn si vous voulez être mis en relation avec eux. Alors Fabien, ouais, super question. Quid de la dilution des parts de capital lors des levées de fonds? Je vais juste voir si ce n'est pas un point qu'on aborde après. Enfin non, il n'est pas tellement abordé, donc je vais répondre ici. Alors là aussi, témoignage, je le fais en toute transparence devant Samia. Moi, ma manière de raisonner, c'était que grosso modo, chaque levée, tu vas avoir une dilution de 20 à 30%. C'est un peu le tarif. Et du coup, à toi de maximiser le montant que tu peux, en tout cas, je parle pour les tours vraiment en amont, toi de maximiser le montant que tu peux lever et qui est raisonnable, parce que si tu veux monter 1 million, lever 1 million à une dilution de 25%, ça te donne une valo de ta boîte. Et donc, voilà un petit peu, tu vois, les ordres de grandeur. Donc, Samia, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, mais nous, en tant qu'investisseurs, forcément, on va essayer de payer souvent le moins cher possible, entre guillemets, ou en tout cas de payer vraiment le bon prix, de rester sur des valos raisonnables. Et en même temps, on n'a aucun intérêt à ce que le management et les personnes clés soient diluées à tel point qu'elles soient démotivées en fait, pour faire grandir la société. Donc, le bon équilibre, en effet, c'est ce dont parle Thomas. C'est vraiment un équilibre entre les deux, qu'on ne soit pas dans des valorisations complètement folles, parce que en tant qu'investisseur privé, ça sera encore plus risqué. Mais voilà, il y a un bon équilibre et c'est à peu près ce que tu donnes comme fourchette, Thomas. Ok. Bon, j'ai du mal à rattraper le retard des questions, mais je pense qu'on en couvre pas mal d'interprétations. Donc, la question de Laurent, elle est intéressante. C'est est-ce que les investisseurs qui entrent en série A ou B demandent que les petits investisseurs sortent? Est-ce que tu as souvent vu ça ou pas, Samia? En série A, non. En série B, en tout cas par mon expérience, oui, on peut commencer à faire du cash out. En tout cas, si
s'il y a des investisseurs, déjà des petits actionnaires qui ont envie de sortir ou des petits actionnaires qui commencent, entre guillemets, à compliquer les choses. Ça peut arriver. Ok. Ok. Victor, donc sur comment j'ai trouvé les membres de mon board, c'est un mix vraiment entre, tu vois, il y en a un, c'était mon ancien patron de Natixis à New York, donc mon boss du boulot. Il y en a un qui était le directeur général de la banque en Suisse, c'était via le Hub 612, donc via mon incubateur qui m'a fait l'intro. Un autre qui était un ami de mes parents. Donc c'est un mix de réseau, voilà, de mise en relation, d'opportunistes. NB sur comment on peut démontrer le market fit et convaincre les premiers investisseurs. Ça dépend un peu du niveau où tu es. Moi, je me rappelle comment j'ai réussi à convaincre l'incubateur. Donc, c'était vraiment au tout début, en 2017. C'est que j'avais créé une landing page, mis 200 € de pub et j'avais obtenu mes premiers inscrits comme ça, mes premières métriques à moi. Donc, tu vois, tu n'as pas besoin forcément d'avoir des millions pour avoir tes premières datas. Le tout est d'arriver à avoir des datas qui corroborent l'histoire que tu veux raconter. Ouais, je suis d'accord avec François. On va avancer un tout petit peu sur les slides et je reviendrai là tout à l'heure. Donc, pourquoi on lève les fonds côté entreprise? Donc, on a mis 3 éléments principaux. Et là, Samia pourra aussi compléter. Le premier, c'est pour soit amorcer, soit développer un business. Je vous l'ai donné dans l'exemple de multiplacement. Nous, ça a été vraiment au début pour amorcer la pompe, pour pouvoir avoir un produit. Et maintenant, dans une phase où c'est vraiment pour développer le business. Ça, c'est le premier élément pour lequel on lève. Le deuxième, c'est un moyen d'avoir un petit peu de crédibilité, même si lever des fonds n'est pas une fin en soi, c'est quand même un moyen de gagner en crédibilité, de rassurer, notamment nous, dans le domaine des fintechs, où il y a des utilisateurs qui placent de l'argent chez nous. C'est bien de savoir que on a des fonds propres robustes, qu'on a au moins 2 ans devant nous pour vivre. Donc, je pense que ça permet de gagner en crédibilité et ça permet de capter un petit peu de l'expertise. Parce que quand on fait rentrer des nouveaux investisseurs, on fait rentrer du cash, mais on fait aussi rentrer des expertises, que ce soit via des investisseurs particuliers qui sont souvent des entrepreneurs, donc qui peuvent coacher l'équipe dirigeante, ou via des investisseurs plus institutionnels comme BPI, qui peuvent nous apporter d'autres types d'expertise et d'accompagnement. Exactement. Et moi, je rajouterais que ça permet aussi d'aller plus vite et de taper plus fort sur le marché, hein. En général, c'est pas une fin en soi, mais à un moment donné, vu la concurrence aussi à l'international, à un moment donné, il faut lever des fonds, amplifier les levées de fonds pour être capable d'exister sur des marchés très concurrentiels. Alors, je continue pour finir sur ces parties 1. Sur les acteurs, bon, l'avantage, c'est qu'on avait beaucoup de questions, donc on les a déjà un petit peu vus, mais je vais revenir rapidement dessus. Donc, il y en a 4. Les premiers, c'est les business angels. Business angels, c'est en fait des investisseurs particuliers qui peuvent être soit des entrepreneurs qui ont bien réussi et qui veulent diversifier leur patrimoine et booster d'autres startups, soit des membres de votre réseau qui ne sont pas forcément des multi-investisseurs, mais qui ont un petit peu d'argent et qui croient en vous ou en votre projet et qui peuvent vous financer. Ça, c'est pour la partie business angel. Ensuite, la partie family office. Moi, je vois 2 types de family office avec lesquels nous, on travaille. Soit un entrepreneur qui a vraiment beaucoup réussi et qui, du coup, n'investit pas en direct, mais qui crée un fonds, une holding ou ce qu'on appelle un family office pour investir dans les startups via cette family office. Donc, en fait, il structure un petit peu la gestion de son patrimoine. Soit des familles, soit forcément entrepreneurs, mais des familles telles que L'Oréal, il y en a pas mal, donc des grandes familles qui ont plein de sociétés d'investissement différentes et qui vont là aussi investir via ces family office. Samia, tu veux présenter les 2 autres? Rapidement, du coup, il y a les Venture Capital Funds, donc c'est les fonds de capital risque qui vont investir dans des jeunes sociétés, donc dans des startups. Et puis les Corporate VC Funds, ils vont avoir exactement la même cible d'investissement, donc des jeunes startups innovantes. La différence, c'est que c'est des fonds qui vont être lancés par des groupes. Ça peut être en effet L'Oréal, d'ailleurs, qui a son fonds VC là, depuis quelques années. Ça peut être EDF, par exemple. Et là, leur objectif pour les groupes en question, c'est d'essayer de créer des synergies entre les sociétés qui ont été investies et puis au bénéfice aussi du groupe en question. Voilà pour les petites définitions. Top. J'espère que les différents acteurs sont clairs. Et souvent,
si on reprend la frise tout à l'heure avec les niveaux de levée, on commence par des business angels, ensuite les family office, voire les corporate VC, et on finit par les venture capital fonds, enfin les fonds de VC. Voilà pour cette partie 1. Je suis désolé, entre les coupures et toutes les questions, c'est un peu décousu, mais on re-rentre dans la partie 2 qui est un peu l'illustration de tout ça avec la levée qu'on vient de faire côté multiplacement. Donc juste, on voulait vous donner les grandes étapes. Et là, je pourrais revenir sur les questions parce que ça illustre, via cette levée, qui était quand même un tour de 6 millions, donc c'est peut-être un petit peu différent pour des tours de 500 000, 1 million, mais comment ça s'est passé à la fois du point de vue de multiplacement, mais aussi du point de vue de BPI. Je vais te griller la priorité, Samir. J'ai commencé par le point de vue multiplacement parce qu'on a commencé en amont. Donc, en fait, de notre point de vue, il y a trois grandes phases. Donc, on a commencé, pas la levée, mais à penser autour de ce nouveau financement en novembre 2020. Où en fait, entre novembre et janvier, pendant 3 mois, on prépare un petit peu la levée. Et c'est quand même un élément assez important. On prépare la documentation, on prépare la stratégie, l'histoire, le business plan. Et on prépare aussi quelle typologie d'investisseurs on veut aller chercher. C'est aussi dans cette phase où on se fait accompagner par des conseils ou par des leveurs de fonds pour faire en sorte que cette phase de préparation soit la plus optimisée possible et que la phase de négociation soit efficace. Donc ça, c'est la phase 1 qui, dans le cas de la levée de fonds qu'on a annoncée, a pris 3 mois. Phase 2, on a appelé ça phase de négociation. C'est vraiment la phase la plus importante et la plus compliquée pour l'entrepreneur. C'est là où on se lance, où on va chercher les fonds, où il y a toutes ces strates de personnes à rencontrer, de l'analyste l'analyste senior, au partenaire du fonds. Donc, il y a ça demande beaucoup de réunions, d'échanges, même si plus on avance dans le parcours, plus on a des questions qui sont les mêmes, donc plus on a des réponses tac au tac. Donc, moi, un des apprentissages que j'ai sur ce tour, c'est que, on me l'avait dit, mais je ne l'avais pas fait exactement, c'est que les 15 premiers fonds qu'on va targeter, ça ne va pas forcément être le top fonds qu'on cherche parce que on est souvent un peu plus mature en termes de réponse à ces questions 3 mois après avoir démarré le roadshow qu'au tout début. Voilà, donc en tout cas, pour le cas multiplacement, il y a eu cette phase de 5 mois où on a cherché les différents investisseurs. On a eu la chance, nous, d'avoir une LOI, donc c'est une lettre d'intention de la part d'un fonds très rapidement, 1 mois et demi après le début de cette levée. Donc, cette lettre d'intention nous permettait d'avoir un espèce de lièvre en disant regardez, on en a déjà un qui s'est mouillé. Donc, ça facilite quand même pas mal les discussions et les négociations après pour aller convaincre d'autres. Il y a un truc qu'on voit beaucoup chez les investisseurs qui est la FOMO, la fear of missing out, la peur de manquer l'opportunité. Donc, en fait, souvent, quand on arrive à rassurer assez vite les autres investisseurs, c'est bénéfique. Il y a un petit effet boule de neige positif. Donc, voilà cette phase de négociation. Je ne sais pas, Samir, si tu voulais compléter sur ça. Non, c'est exactement ça. Ouais. Et ensuite, côté motivation, la phase de closing, qui a été dans notre cas particulièrement longue. Normalement, c'est un petit peu plus court, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que en mai, juin, quand on allait clôturer le deal, donc on s'est fait auditer pour s'assurer que tout ce qu'on avait vendu comme histoire était réel dans les faits. On a commencé à se mettre d'accord sur les termes du contrat. En fait, c'est à ce moment-là où on a mis BPI dans la boucle pour les faire passer, pour avoir aussi leur comité que Samia vous décrira. Et du coup, ça a mis un petit peu plus de temps dans la phase de closing qui, normalement, dure plutôt 2 mois que les 5 mois dans notre cas. Voilà pour le fonctionnement de cette levée de fonds et je serai ouvert aux questions sur ça. Et du coup, de notre côté, on a un process assez classique qu'on retrouve dans les autres fonds privés. On a peut-être quelques subtilités, mais grosso modo, c'est à peu près la même chose. Donc, on a une première étape de go-no-go. Cette fois, c'est Samia qu'on a perdu. C'est une terrible connexion. Pourtant, Livestore, mais énormément une super boîte. Alors, je vais pouvoir combler. Donc, pendant que Samia retrouve sa connexion, je vais répondre aux questions. Ça tombe bien, j'ai de la matière. Donc, Martin, tu dis combien de temps a pris la levée MPP depuis le moment où vous commencez à contacter des fonds? Donc, je te dis, dans notre cas, on est parti fin janvier et on avait la term sheet finalisée fin mai. Après, ça a mis du temps sur le closing, mais donc c'est
ces 5-6 mois. Ça a été beaucoup plus court pardon, sur les tours précédents parce que moins de formalisme, ça se fait un peu plus sur le fit avec l'entrepreneur. Là, il y a beaucoup de métriques, d'affirmations qui sont faites par l'entreprise qui sont à vérifier. Donc, voilà un petit peu le délai que ça a pris. Florent, tu dis, est-ce qu'il y a un listing des différents acteurs du financement et quel est le meilleur moyen de les contacter? Alors, ça, c'est une question que je me suis pas mal posée. Je sais que Station F, nous, ils nous avaient partagé un bon fichier avec pas mal d'investisseurs, que ce soit des business angels, des family office ou des fonds. Et je sais qu'une entreprise qui s'appelle Eldorado, je leur fais un petit peu de pub, recense notamment sur LinkedIn, ils communiquent pas mal souvent des bons mappings des acteurs en fonction du stade de maturité. Donc voilà, j'espère que Florent, ça répond à ta question. NB, tu demandes quelles sont les boîtes de conseil lever que vous recommandez. Ah bah, ça arrive à tout le monde du coup. Ouais, alors moi j'ai perdu mon joli fond, mais bon, c'est pas grave, vous me voyez en Zoom depuis le portable. Je sais pas ce qui se passe, Ouais. j'ai plus de connexion. En tout Désolée. cas, on te voit et on t'entend très bien. Bon, et ben c'est parfait. Du coup, je te laisse continuer du coup, Thomas, parce que tu avais enchaîné. Je finis juste sur les. J'ai pris les questions et je te laisserai reprendre après. Je vais juste répondre à la question de NB, qui est un utilisateur anonyme mais très assidu. Donc, quelles sont les boîtes de conseil lever que vous recommandez? Alors là aussi, je fais un petit peu de pub, même si on n'a pas travaillé avec eux, mais on a pas mal échangé. On s'est pas mal fait coacher par une boîte qui s'appelle ICAP Partners, qui a été assez bien. Ils nous ont dit assez vite qu'on était un petit peu jeunes, qu'eux, ils faisaient plutôt des tours un peu plus gros. Mais pour autant, ils nous ont pas mal coaché pro bono, donc très sympa. Sinon, pour info, nous, on s'est fait coacher par eux gratuitement, mais on n'avait pas utilisé de lever, de cabinet de levée de fonds sur ce tour-là. Parce que je pense que c'est important, encore une fois, de montrer que l'entrepreneur est en mesure de bien gérer. Donc voilà, Victor, en plus, ça répond à ta question. Du coup, je te redonne la main pour finir ta frise, Samia. Ah. On passe devant notre comité, il juge de la pertinence du projet ou pas. Hein. Ouais, on t'entend. Donc ça, c'est très tact. Et puis derrière, du coup, on a la vraiment tous les sujets de fond, hein, la stratégie, le management à mener à bien du coup le projet, les aspects financiers aussi. Et une fois qu'on est confortable donc avec l'équipe d'investissement sur le dossier, on va passer devant différents comités. Nous, on a 2 comités. Un premier comité qu'on appelle consultatif parce qu'il va nous donner un premier avis. Grosso modo, on passe devant les représentants de l'État. Hein. C'est eux qui financent du coup le fonds via lequel on investit dans MPP, hein, le fonds French Tech Seed. Et derrière, on repasse devant un comité qui, cette fois, va nous donner vraiment la décision OK ou pas, avec les représentants BPI France. Et une fois qu'on a ce go, là, on peut lancer toutes les due deals dont parlait Thomas et avancer vers le closing et le versement des fonds. Top, voilà. je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais aller au slide d'après parce qu'il fait le lien avec une question qu'a posée Régis sur qu'est-ce qui nous a permis de lever des fonds de manière transparente. N'hésitez pas à poser des questions sur ça. Là aussi, c'est mon interprétation. Tu pourras dire ce que vous regardez, Samia. Mais nous, les retours, en tout cas, ce que je sentais des investisseurs, c'était la forte traction. On n'avait pas forcément, on n'était pas encore à l'équilibre. Par contre, on avait une croissance mensuelle, donc de chaque mois, qui était hyper intéressante et qui montrait le potentiel du marché. Donc ça, c'est le premier élément. Donc quand je dis forte traction, c'est notre acquisition, c'est notre capacité à signer des nouveaux clients chaque mois. Deuxième élément, c'était qu'on était sur un marché qui est énorme. Pour rappel, nous, on est sur le marché de l'investissement. Les Français sont plutôt des épargnants. Donc, il y a un gros potentiel pour les faire passer de épargnants investisseurs. D'autant plus que nous, multiplacement, on est dès 300 €. Donc, en fait, on peut aller chercher une population très large. Donc, je pense que la taille de marché, même si elle est compliquée à quantifier, et avec Samia, on a fait pas mal d'allers-retours sur ça, c'est un élément qui est quand même attirant pour les investisseurs. Le troisième élément, c'est la satisfaction client. C'est un truc qui est super important pour nous, qu'on a beaucoup mis en avant dans ce tour de table parce que c'est un bon moyen pour les investisseurs d'auditer la boîte. Ils peuvent auditer les métriques avec ce qu'on leur donne, mais auditer la qualité du service. Rien de mieux qu'avoir des interviews clients. J'en profite du coup pour faire un petit peu de pub. N'hésitez pas à aller laisser des avis sur Trustpilot.
enfin, laisser des avis surtout 5 étoiles. C'est vraiment un truc qui est… je pense moi, je ne me rends pas compte en tant que consommateur, mais pour une entreprise, c'est déterminant. Et quand on a des avis négatifs, 1 ou 2 étoiles, vraiment, moi, personnellement, ça me touche en tant qu'entrepreneur et ça a un impact pour la boîte non négligeable. Voilà. La satisfaction client via les avis Trustpilot et l'équipe. Je pense qu'on a la chance chez Multiplacement d'avoir une équipe qui est bien structurée avec des profils à la fois juniors très impliqués et aussi seniors qui ont un peu de bouteille, bien équilibrés sur la partie tech, market, opération. Et je pense que ça, c'est un des éléments forts du projet. Enfin, c'est ma perception. Selma, tu pourras contredire si tu n'es pas d'accord, qui nous a permis de lever. Nous, côté BPI, vraiment le premier critère, ça a été l'équipe. On a vraiment tout de suite perçu qu'il y avait une vision claire de la stratégie. Et ça, c'est hyper important et c'est pas donné en fait à toutes les boîtes. On peut avoir des très beaux produits, des très belles idées, mais avoir un manque sur l'équipe, le management. Donc ça, c'était clé. Après, il y avait le côté aussi nouveau, novateur de l'offre. C'est vrai que là, mon petit placement s'attaque à une cible, surtout les jeunes actifs, ce qui est assez différenciant, avec vraiment un aspect pédagogique, un accompagnement personnalisé. Donc ça, on a vraiment bien aimé. Et le troisième élément aussi qui nous a rassurés en tant qu'investisseurs, c'est tous les partenariats avec les groupes assureurs ou avec des fintechs qui avaient pu être tissés. Et pour le coup, on a fait pas mal de calls avec ma collègue justement pour justement discuter avec ses partenaires. Et ça, c'est vraiment une vraie force et ça nous montre que ça y est, la boîte a passé un cap et qu'elle est vraiment sur une route solide pour la suite. Ouais. Merci. Si j'avais eu cette perception pendant les négociations, j'aurais sur des points. Alors, je vais reprendre quelques questions, sachant qu'il ne reste plus que 2 slides qui sont un tout petit peu moins cruciaux que celui qu'on voit là. Donc, la question de Régis, c'est quelle fréquence et quel contenu pour les réunions de board désormais? Alors, effectivement, aujourd'hui, on est sur une fréquence trimestrielle, sachant que chaque mois, on envoie toutes les métriques de la société, les métriques principales, il y en a une quinzaine. Donc, l'idée, c'est que les investisseurs aient beaucoup d'infos, et de l'info régulièrement, et qu'on fasse des points un peu plus complets une fois tous les trimestres. Parce que c'est quand même beaucoup de travail pour la société. Et je pense qu'il faut bien prendre le temps de préparer ces boards. Donc, voilà pour la fréquence et le contenu. On manque sur les LOI. Alors, je ne vais pas te dire exactement combien on en a reçu. On ne veut pas dire qu'on en a reçu 15 et qu'on a signé que 2. On en a eu, celles qu'on a eues, souvent, ça nous a permis c'était des personnes qu'on a fait rentrer dans le tour. Et ce n'était pas des LOI qui étaient, tu vois, en disant le couteau sous la gorge, tu as un mois pour dire oui ou non. C'est plutôt vraiment des lettres d'intention en disant on est plutôt partant pour y aller. Voilà, on n'a pas mis une énorme concurrence sur toutes les LOI qu'on a eues. Ensuite, Louis, alors, il y a une question pour toi, Samia. Est-ce que BPI peut intervenir sur une levée plus petite du style 1,5 million d'euros, ou est-ce que vous avez des seuils mini? Alors, on a des seuils mini selon les fonds. Donc là, pour le coup, le fonds French Tech Seed, notre ticket minimum, c'était 1 million d'euros. Sur le fonds PSIM, qui est un autre fonds de capital risque, on intervient sur des séries A, séries B. Là, c'est 2 millions d'euros. Donc oui, il y a toujours un seuil en fonction des fonds d'investissement. Il y a un seuil en dessous duquel on ne peut pas aller en général. Hein. Et c'est commun en fait au sein de BPI France. Hein. Ce n'est pas uniquement les fonds qu'on gère. Ok, top. Et dernière question, je passe au slide d'après, c'est une question de Victor qui dit qu'on dit que l'équipe est le critère numéro 1 pour l'investisseur, c'est-à-dire ce que disait Samia. Quel trait de ta personnalité on met en avant? C'est une bonne question. Je ne sais pas s'il y a un trait particulier. Je pense qu'il faut montrer qu'on est sérieux, impliqué, bosseur. Et je pense que ça se joue dans la qualité des réponses qui permettent de rassurer l'investisseur en face sur le fait que tu as les idées claires, que tu n'es pas un margoulin, que tu sais répondre de manière précise et claire. Voilà. Donc pour moi, plus que des traits de personnalité, c'est la qualité des échanges et des réponses d'informations fournies qui peuvent faire la différence. Alors, si je vais sur les 2 derniers slides, donc le rôle de BPI, tu peux peut-être nous dire un petit peu ce que
tu nous apportes et je Ouais, pourrais alors compléter. le rôle de BPI, déjà à la base, nous, notre rôle, comme je le disais, c'est qu'on n'investit jamais seul, toujours aux côtés d'investisseurs privés, donc pour le cas des fonds propres. Et du coup, notre but, c'est d'amplifier les levées de fonds, c'est d'entraîner le marché avec nous. Donc là, sur MPP, c'est vrai qu'on a intervenu en fin de phase, mais je pense qu'on a permis peut-être d'augmenter le ticket d'investissement de certains investisseurs ou d'ajouter un investisseur, en l'occurrence, dans le cadre du tour de table. Donc ça, on va dire que c'est sur l'aspect purement financier. Et puis, il y a les autres aspects qui deviennent de plus en plus importants. Comme je disais, c'est l'aspect vraiment accompagnement sur le long terme de l'entreprise. Hein. Nous, on veut vraiment créer de la valeur, donc soit apporter une expertise si on est un fonds sectoriel, c'est pas notre cas, nous on est généraliste, mais essayer de faire bénéficier du réseau de BPI France. Hein. Il y a de plus en plus, on va dire, de canaux en interne chez BPI qui vont, comment dire, qui sont créés justement pour aider la société. Et donc, ce sera le cas avec MPP. On va faire au maximum pour favoriser les mises en relation. Et puis, c'est vrai qu'il y a la crédibilité parce que autant BPI en 2013 n'était pas encore très connu au moment du lancement. Aujourd'hui, c'est un acteur de référence qui est sur pas mal d'opérations. Donc, je pense que pour la boîte, c'est clé, même pour la suite des levées de fonds que je souhaite à MPP. Ouais, je peux que valider ça. En tout cas, ouais, nous, en termes d'image, de crédibilité et de rassurance, je pense que c'est intéressant. Et ça rassure à la fois nos clients ou futurs clients, mais ça a pas mal aussi rassuré nos investisseurs, que ce soit les nouveaux ou les historiques, qui aiment beaucoup avoir un BPI sur un tour de table. Voilà. Et dernier slide avant que je prenne toutes les questions, un peu sur les next steps côté multiplacement. Donc, ça, c'est plus pour votre information sur qu'est-ce qu'on va faire de ces 6 millions. Donc, bien sûr, on a lancé un grand chantier de structuration des équipes. Donc, ça passe par des recrutements, notamment de personnes assez seniors. On cherche notamment un CMO, enfin un directeur marketing. On cherche des équipes en sales, en partenariat. Comme disait Samia, un des trucs qui marche assez bien sur multiplacement, c'est notre capacité à collaborer avec d'autres fintech, avec Lydia, avec Bankin, par exemple. Et donc, on cherche une personne pour renforcer les équipes dans les équipes de partenariat. Le deuxième élément, outre l'aspect RH, c'est l'aspect produit. Aujourd'hui, vous savez, on a une offre qui est volontairement très épurée, assez pure, assez nichée, parce qu'on veut, on a un positionnement un peu extrême dans du 100% dynamique. Et donc, on veut continuer à garder une offre simple, mais étoffer un petit peu. Notamment, on réfléchit à sortir notre propre portefeuille multiplacement, notre propre fonds, qui permettrait de récolter les besoins directs de vous, des consommateurs finaux, et de créer un fonds à votre image. Troisième élément, c'est la R&D. Si vous êtes utilisateur du service multiplacement, vous savez à quel point la proximité et la réactivité est un élément important du service multiplacement. Et l'objectif du programme R&D, c'est d'arriver, même si on a 100 000 ou bientôt 1 million de clients, à garder le même niveau de proximité et de réactivité grâce à des outils et des algorithmes qui nous permettent de détecter quel est le besoin, à qui répondre, quand, comment. Voilà. Donc, que vous ne voyez pas le fait que multiplacement croît et que ça ne détériore pas la qualité des services. C'est pour ça qu'on lance un gros programme de R&D. Le quatrième et avant-dernier élément, c'est l'aspect communautaire. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait un peu à l'intuition, donc via ces webinaires notamment, via le fait d'avoir des différents groupes, on permet à nos utilisateurs d'échanger entre eux. L'idée, ça va être de pousser cet aspect communautaire beaucoup plus loin, notamment via notre application, où il y aura des espaces de partage. Vous pourrez voter pour les fonctionnalités que vous voulez mettre en avant, vous pourrez échanger avec d'autres clients, partager des conseils. Voilà. Et le dernier élément, c'est l'app. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. On a lancé une première version. On fait une mise à jour au début de l'année 2022 avec une grosse nouveauté, notamment dans la représentation de vos gains et de la manière de percevoir l'investissement chez Multiplacement. Voilà, donc l'idée, on a beaucoup au début investi sur pouvoir avoir un produit live, donc faire le minimum pour se lancer. Maintenant, l'idée, c'est de pas mal investir sur le bénéfice utilisateur via l'app et la communauté et la R&D. Voilà un petit peu pour nous. Alors, je vais reprendre je ne sais pas si tu veux compléter, Samia, ou si sur Next Step, tu es en phase. Ouais, je suis complètement en phase. Top, c'est bien, ça valide le board de mercredi prochain. Alors, je vais reprendre un peu les questions. Donc, Victor, je pourrais potentiellement partager notre deck, peut-être pas celui
de la dernière levée, parce qu'il y a pas mal d'infos assez confidentielles, mais sur les premiers, où, comme je disais, c'est un peu moins des KPI, mais plutôt des thèmes, je n'ai pas de problème à vous le partager. Alors, Pierre, tu dis merci pour ce webinaire. Quelles sont les contreparties à fournir de la part de l'entreprise une fois la levée de fonds conclue? Donc, ça, c'est une bonne question. Pour moi, les contreparties que je vois, alors je ne sais pas si c'est une contrepartie, mais c'est des engagements. C'est que quand on lève, il y a un business plan qu'on présente aux investisseurs, et donc on se doit de le respecter, ou s'il n'est pas respecté, de voir avec les autres investisseurs pourquoi il n'est pas respecté et comment on s'aligne en face. Donc pour moi, il y a un engagement un peu moral, et même plus que moral, parce que juridiquement, on a un pacte qui fait que si les entrepreneurs, les dirigeants sont trop à côté de la plaque, ils peuvent sortir. Donc voilà pour moi un peu les contreparties. Est-ce que tu en vois d'autres, Samia? Non, je pense qu'il faut garder le même trend en termes de transparence. C'est pour ça que la phase d'instruction, elle est clé parce qu'on crée la relation de confiance. Et c'est vrai que mon petit placement ou les autres sociétés dans lesquelles on choisit d'investir, la transparence est vraiment clé. Donc, il faut que ça suive. Et ça va être le cas dans le cadre des boards qu'on va avoir. On va demander de l'information transparente régulièrement. Ah. Encore Samia? Alors, je vais prendre la suite. Peut-être que Samia avait une obligation et a coupé sa connexion Internet. Ah ouais. Non, alors je continue. Et dès que Samia sera revenue, on pourra finir sa réponse. Donc, Hank, tu dis à propos du nom MPP. Donc, ouais, c'est un petit clin d'œil à mon petit gazon. J'aime beaucoup mon petit gazon et j'étais un utilisateur, donc ça m'a donné l'idée au début. Et sur la partie internationale, c'est une vraie question qu'on a souvent parce qu'on a des velléités dans les 3 ans, enfin dans les 24 mois à venir de tester des nouveaux pays. Donc, il y aura vraisemblablement une évolution du nom. On ne sait pas si on garde Multiplacement en France et notre marque internationale, mais en tout cas, on y travaille. Alors, Stéphane, quels sont les contacts privilégiés à la BPI pour être suivi? C'est une très bonne question. Moi, le seul truc que je peux te répondre, c'est si c'est pour la partie dette, ça se joue au niveau régional. Et ça, moi, à Lyon, je pourrais te donner le contact si jamais. Si c'est au niveau fonds propres, donc partie vraiment augmente ce capital, levée de fonds, on pourra demander à Samia de donner des contacts si elle revient. Victor, merci pour la réactivité. Maintenant, il faut que les équipes arrivent à le garder malgré tous les nouveaux clients, mais je pense que c'est un peu la marque de fabrique de Multiplacement. François, est-ce qu'il y a des nouvelles levées de fonds prévues en 2022? Pas côté Multiplacement. En tout cas, pas tel que c'est prévu aujourd'hui. On ne sait jamais si ça accélère fort. On pourra toujours prévoir de faire une levée de fonds. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de bien consolider et plutôt de repartir en levée de fonds si nécessaire en 2023. Samia, du coup, je te laisse… Désolée, problème de connexion. Du coup, je te laisse juste finir ta réponse sur les contreparties à fournir. Donc, tu disais transparence. Ouais, transparence, proximité, garder un bon échange et puis voilà, après, ça se fait naturellement. Ouais. Ok, top. Alors, je continue sur la réponse parce qu'il nous reste 2 minutes. David, tu dis Face ID pour l'app iOS, Thomas. Alors, tu peux mettre à jour ton app. Si les équipes tech ne m'ont pas dit n'importe quoi, je crois que hier ou avant-hier, la mise à jour de l'app est sortie sur iOS qui permet d'avoir le Face ID si nécessaire et le Touch ID pour pouvoir déverrouiller l'app. Donc voilà, tu pourras me confirmer si ce n'est pas le cas, mais je crois que si les équipes tech m'écoutent, je crois qu'elles se sont mouillées sur ça. Alors Sylvain, côté R&D, il me semblait que vous prépariez une solution pour les enfants. Est-ce le cas? Et si oui, quelles en sont les grandes lignes? Alors ça, c'est un très bon sujet. J'espère vraiment que l'équipe tech écoute ce webinaire parce que c'est aussi un sujet qu'on travaille beaucoup avec eux. Donc oui, on a un projet qui va se concrétiser sur le premier semestre de l'année 2022 d'investissement pour les mineurs. Pour votre information, c'est un projet qu'on a dans le carton depuis 2 ans, qu'on avait beaucoup mis en avant, qu'on a un petit peu on l'avait un petit peu trop mis en avant versus les autres développements qu'on avait à faire et les difficultés. Parce que d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue responsabilité, signature électronique par an, c'est une galère. Mais nous allons réussir sur le premier semestre à permettre aux parents qui sont présents ici dans la communauté Multiplacement d'ouvrir un contrat pour leurs enfants, au nom de leurs enfants. Aujourd'hui, si vraiment vous voulez le faire,
Moi, pour information, je suis jeune papa d'un petit Balthazar et je lui ai ouvert un compte. Donc, je l'ai ouvert à mon nom, mais je l'ai mis en unique bénéficiaire. Voilà, c'est un moyen de ne pas attendre si vous voulez pas attendre. Alors, je vais aller vite. Face ID, il est depuis peu. Alors, Marc, ouais, c'est le vilain petit canard. Je m'en souviens, Marc, d'ailleurs, je vous ai eu au téléphone qui est assez peu content de la réactivité. Effectivement, il y a des sujets très techniques, comme ceux demandés par Marc, où c'est un peu plus compliqué d'être réactif. En tout cas, ce qu'on essaye, c'est d'être super réactif sur la partie support service client. Ça, vous pouvez compter sur nous. Et après, effectivement, sur les demandes de fonctionnalités de la part des utilisateurs, comme je vous disais, on va essayer d'utiliser la communauté pour pouvoir bien voter sur les plus prioritaires afin d'être là aussi réactif, même si on doit toujours un peu prioriser. Voilà, je suis désolé, il est 20h. Bon, s'il y a encore des petites questions, je les prendrai. Mais sinon, je ne vais pas retenir Samia trop longtemps. Encore une fois, un très, très grand merci pour toutes ces questions. Je pense qu'on a pété le record de questions, mais surtout de nombre de personnes présentes à ce webinaire, parce que c'est la première fois que j'ai dû payer en plein milieu d'un webinaire pour augmenter le seuil. N'hésitez pas si vous avez des questions à Samia ou à moi. Moi, je suis assez réactif sur LinkedIn, plus que par mail. N'hésitez pas si vous voulez mettre des avis clients. C'est encore une fois super important. Plus que de devenir client, on peut mettre un avis client. Et Samia, vraiment un très, très grand merci. J'ai été ravie de participer, de répondre aux questions. Si ça peut aider. Écoute, cool. On essaiera de refaire. En tout cas, n'hésitez pas. Nous, c'est le premier webinaire qu'on fait un peu hors cœur de métier, plutôt sur la partie entrepreneuriat. Donc, si vous avez d'autres demandes comme ça, de sujets où nous, Multiplacement, on peut être pertinent, vraiment, n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, merci à tous. Et puis, je vous dis à très, très vite. Merci Samia encore. Et à bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir.